Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi, cela me permet d'être plus visible. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 7 octobre 2023, avec comme titre une députée ukrainienne avoue à la télévision sur Sky News que la Russie gagne la guerre. Et l'autre gros titre, c'est l'Occident qui donne de moins en moins d'aide à l'Ukraine, voire même commence à se poser des questions pour donner une quelconque aide à l'Ukraine. Alors évidemment, je fais surtout allusion à ce qui s'est passé au Congrès américain il y a peu. Voilà. Alors, comme d'habitude aussi, cette vidéo est en trois parties. On commence par les informations générales. Ensuite, ce sera suivi par ma conclusion. Et enfin, la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe plus ou moins précisément dans les grosses lignes sur le terrain. Voilà. Alors, on va commencer par les informations générales et, comme d'habitude, des nouvelles du front. Un gros résumé, très vite. Donc, les Ukrainiens continuent leur offensive un petit peu partout, mais toujours en petite unité et invariablement, malheureusement, ils se font tuer. Donc c'est une stratégie que je trouve vraiment très étrange et que je dénonce depuis plus d'un an dans tous mes points sur l'Ukraine parce qu'elle est absolument incompréhensible. Alors au bout d'un moment, cela avait mis en colère le Pentagone qui avait dit que les Ukrainiens s'y prenaient très mal. Ça avait jeté un froid entre l'Ukraine et les États-Unis d'ailleurs, puisque les États-Unis voulaient que l'Ukraine mette toutes ses forces dans la région d'Orirov. Je vous rappelle que c'est dans l'oblast de Zaporijie. Et les Ukrainiens disaient non, non, nous on fait comme on veut. Si on enlève des troupes dans le nord ou dans le sud pour tout mettre sur la région d'Orirov et faire cette fameuse percée qui devait atteindre Tokmak, puis Melitopol et enfin la mer d'Azov, eh bien évidemment, ben, les Ukrainiens n'étaient pas contents parce qu'ils dégarnissaient le reste du front et donc les Russes pouvaient pénétrer dans le nord ou dans le sud comme ils le voulaient s'ils appliquaient cette stratégie. Donc évidemment, pour faire certes percer, les États-Unis ont raison, mais pour garder la ligne de front, bah, les Ukrainiens ont raison. En tous les cas, ils continuent cette stratégie qui est pire qu'avant, puisque avant, bon, ils venaient avec quelques tanks, pas mal de véhicules blindés, mais comme tous leurs tanks se faisaient détruire ainsi que leurs véhicules blindés, maintenant la nouvelle stratégie ukrainienne, c'est d'envoyer des hommes à pied, donc l'infanterie à pied. Donc ils viennent maintenant avec des voitures, donc des voitures civiles principalement, et non plus des véhicules blindés. Et ils s'arrêtent à quelques kilomètres du front, ils continuent après. Et ils essayent de percer comme cela. Alors c'est la troisième stratégie ukrainienne, puisqu'au début, ils envoyaient tous les tanks qu'ils avaient avec tous les véhicules blindés qu'ils avaient, plus l'infanterie. Mais ça a été un tel fiasco et une telle destruction de matériel blindé, c'est-à-dire tanks et véhicules blindés, qu'après, ils ont surtout envoyé des véhicules blindés et surtout l'infanterie pour pouvoir déminer, puisque c'était en second plan, c'était les mines qui étaient la cause première de ne pas envoyer plus de tanks et de blindés. En plus, évidemment, des drones, de l'aviation, etc. Mais c'était surtout les mines dont on parlait. Là, maintenant, il y a toujours les mines, mais le fait qu'ils envoient plus de tanks et de véhicules blindés sur le front, c'est parce que les Lancet 3 font de tels dégâts, donc c'est-à-dire les drones, hein, font de tels dégâts dans les véhicules blindés et tanks ukrainiens que les Ukrainiens ont décidé d'arrêter et là d'envoyer que quelques véhicules blindés et maintenant beaucoup, tout simplement d'automobiles classiques, tout simplement parce que certainement il manque de véhicules blindés. Alors là, ce n'est que ma supposition, mais en tous les cas,
les vidéos sur le terrain, on voit de plus en plus de voitures qui viennent pour apporter les brigades sur le front. Alors les véhicules s'arrêtent à 1, 2, 3 km du front et l'infanterie continue à pied. Donc évidemment c'est extrêmement difficile puisque comme d'habitude ça n'a pas changé, il n'y a aucun appui aérien et ils les envoient par petits paquets. Donc ils n'ont absolument aucune chance de faire quoi que ce soit. Donc pour moi c'est une stratégie purement suicidaire qui n'existe que pour la communication, pour dire que voilà que les Ukrainiens existent et font quelque chose. Mais ça ne pourra pas durer éternellement puisque à chaque fois ils s'écrasent contre le mur de la défense russe et au bout d'un moment les soldats ukrainiens refuseront carrément de se battre. Et à mon avis ça va arriver très bientôt puisqu'encore une fois la parole se libère chez les soldats ukrainiens et ils savent très bien qu'ils sont envoyés dans le hachoir à viande. Alors quant à cette stratégie nouvelle d'employer quasiment exclusivement que l'infanterie, cela a été annoncé par Boudanov, donc le directeur du SBU, et on va voir un article qui va vous montrer tout cela. Avant de vous montrer, cela dit, cet article, j'aimerais émettre une hypothèse. Alors comme vous le savez tous maintenant, il y a eu énormément de chars Léopard 2 allemands qui ont été détruits sur le front, ainsi que 2 chars anglais Challenger 2. Chars Challenger 2 que l'on nous vantait pendant des semaines comme indestructibles. Ça, c'était les médias qui nous le disaient. Les Léopard 2 étaient tellement supérieurs technologiquement aux chars russes que ça allait changer la donne. Tout comme les Challenger 2 d'ailleurs, ça allait changer la donne, puisqu'ils étaient tellement supérieurs aux vieux chars russes. Donc moi, mon hypothèse, c'est que l'Allemagne et l'Angleterre, ayant maintenant une réputation vraiment très mauvaise à l'international quant à la résistance de leurs chars en vrai terrain de guerre, hein, pas en simulation ou en exercice, mais là vraiment en vrai terrain de guerre, eh bien là je pense qu'ils veulent arrêter les frais, ne serait-ce que pour leur réputation à l'international quant à la qualité de leurs chars. Donc ça c'est mon hypothèse. Donc ils ont dû appeler Kiev et ils ont dû dire bon maintenant c'est fini, on vous ordonne fermement de ne plus utiliser les chars. Cela ne reste que mon opinion, qu'une hypothèse. Voilà. Maintenant on va passer à ce fameux article concernant les déclarations de Boudanov. Alors voici l'article de Yahoo News qui reprend un article d'un journal ukrainien qui s'appelle The New Voice of Ukraine et en français La Nouvelle Voix de l'Ukraine. Donc ça date du 11 septembre et que dit Boudanov? L'offensive d'automne de l'Ukraine sera essentiellement basée sur l'infanterie, selon Boudanov. La contre-offensive ukrainienne sera principalement basée sur l'infanterie à l'automne, a déclaré le chef de la direction principale du renseignement ukrainien. C'est le SBU, Kirilo Boudanov, lors de la réunion annuelle de la stratégie européenne de Yalta qui s'est tenue à Kiev le 8 et 9 septembre. Nous ne sommes pas en Afrique, nous n'avons pas de saison des pluies en Ukraine, a déclaré Boudanov en réponse à une question sur l'offensive ukrainienne. Il a ajouté que les forces ukrainiennes pourraient avoir des problèmes avec des véhicules à roues. Il y a des changements climatiques qui ont un impact car il est plus difficile de combattre dans le froid et dans la boue. Mais revenons à l'automne de l'année dernière où personne n'a cessé de se battre. Quoi qu'il en soit, l'efficacité de tous les types de véhicules blindés a diminué en raison du grand nombre de systèmes anti-chars portables et de drones kamikazes, entre guillemets, russes, qui n'est pas dit ici, a expliqué Boudanov. C'est pourquoi notre offensive se déroule principalement à pied. C'était la même chose l'automne dernier à Bakhmout. Nous avons utilisé un soutien minimal en véhicules blindés, a-t-il déclaré. Là maintenant, je vais vous montrer une image que j'ai prise sur le site Twitter Rybar. Alors Rybar, c'est une chaîne Twitter pro-russe, mais qui est tellement énorme et entre guillemets respectée par l'Occident que Rybar est cité par CNN, Bloomberg et aussi The Institute for the Study of War, c'est-à-dire l'ISW,
qui est l'Institut américain pour l'étude de la guerre, qui est une référence absolue pour les médias occidentaux. Donc, malgré qu'elle soit pro-russe, ça faut le dire quand même, encore une fois, Rybar est utilisé par des grands médias occidentaux. Alors, je vous montre cette image et je vais vous la commenter. Vous allez voir, c'est très édifiant. Donc là, on peut voir les pertes ukrainiennes au 1er octobre 2023 de la chaîne Twitter Rybar. Alors, que dit-il? Il dit qu'il y a eu 493 678 Ukrainiens morts en tout. Et il décompte cela comme suit. Donc 427 000 de l'armée ukrainienne régulière, 46 000 de la garde nationale, 14 000 des bataillons nationalistes. Alors là, c'est le bataillon Azov, la faction Stepan Bandera et Private Sector, c'est-à-dire le secteur droit. Donc en gros, c'est les bataillons néo-nazis, pour être plus clair. Et enfin, 5682 mercenaires étrangers. Donc ça, c'est les mercenaires canadiens, américains, anglais, français, polonais, roumains, etc., qui se battent sous bannière ukrainienne. Mais ce sont des mercenaires, attention. Donc en tout, près de 500 000 tués. Alors ça correspond à l'estimation à peu près du colonel McGregor qui donnait cette estimation d'après ses sources au Pentagone. Alors maintenant, encore une fois, je fais que donner cela. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce exagéré? Je ne le sais pas moi-même, mais en tous les cas, je vous donne ces infos-là parce que évidemment, vous ne les verrez jamais dans les grands médias occidentaux. Alors là, maintenant, je vais vous révéler un indice énorme sur une interrogation que moi j'ai depuis plus d'1 an et que je dis quelquefois dans certains points sur l'Ukraine, c'est-à-dire est-ce que Vladimir Poutine va prendre l'oblast de Kharkov, de Nikolaïev et d'Odessa pour prendre les oblasts restants russophones. Et donc ça, c'était ma plus grande interrogation et quelquefois je vous le disais dans certains points sur l'Ukraine. Et là, j'ai plus qu'un début de réponse. Et ce début de réponse vient de Piotr Tolstoï, qui est vice-président à la Douma d'État. Et je vais vous lire ce qu'il a répondu à un journaliste qui s'enquérait sur le reste des terres russophones en Ukraine. Et voilà ce qu'il lui répond. Donc là, je cite. Ce processus a été lancé par des civils de 2 villes, Donetsk et Lougansk. Ce sont les 2 régions du Donbass. Même alors, il n'y avait pas de retour en arrière. Il est devenu clair que ces terres devaient retourner à leur patrie historique. Mais la Russie doit restituer le reste de ces terres. Les régions d'Odessa, Nikolaïev, Dniepropetrovsk, Kharkov, toutes les terres où vit notre peuple russe, qui a été trahi et abandonné il y a 30 ans, après avoir inventé une Ukraine indépendante sans se soucier des intérêts des habitants de ces régions. Mieux vaut tard que jamais, mais nous allons y remédier. Voilà ce que vient de dire Piotr Tolstoï, qui est quand même le vice-président de la Douma d'État. Donc, évidemment, moi, ça me paraissait logique que les Russes, s'ils avaient le vent en poupe, s'ils menaient la guerre, ça me semblait logique qu'ils fassent cela. Parce que s'ils ne faisaient pas cela, la persécution de ce peuple russe dans les oblasts que je viens de vous citer continuerait, évidemment. Surtout si le reste de l'Ukraine n'est pas touché par la Russie. Et apparemment, c'est ce que veut Vladimir Poutine. Il veut surtout pas, apparemment, d'après ce que j'ai compris, des territoires de l'Ouest, c'est-à-dire Kiev, Lviv, etc. Il n'en veut pas. Par contre, ça semblait logique qu'ils prennent les oblasts russophones. Moi, c'était ma logique, je vous le disais, dans plein de points sur l'Ukraine. Et là, Piotr Tolstoï confirme ce que je pensais. Et bon, le fait qu'il se soit hasardé à dire cela quand même dans un entretien,
Bon, à mon avis, il a dévoilé quand même les plans de la Russie depuis le début, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Voilà. Alors évidemment, moi je vous dis ça, je vous dis c'est certainement ce que veut faire la Russie, mais tant que ça se passera pas sur le terrain, ça ne reste qu'une hypothèse. Mais Piotr le Tolstoï, là quand même, vient d'admettre quelque chose de très gros, hein. Alors maintenant, ça n'engage que lui, hein. Mais bon, en tous les cas, ce serait cohérent et logique. Alors voici l'article du journal Le Monde du 2 octobre, et que dit-il? Le soutien à l'Ukraine à l'épreuve de l'électoralisme. La menace de basculement de la Slovaquie dans le camp pro-russe risque de peser sur l'engagement européen aux côtés de l'Ukraine. Outre-Atlantique, le soutien à Kiev semble également devenir une variable d'ajustement politique. Force des démocraties, le consentement régulièrement renouvelé du peuple les expose par nature à la remise en cause des choix de leurs responsables politiques. Le sort des urnes en Slovaquie dimanche 1er octobre, comme le vote intervenu la veille au Congrès des États-Unis pour éviter un shutdown, soit la mise en panne volontaire de l'État fédéral, l'ont rappelé. Ils constituent l'un comme l'autre une mise en garde contre une instrumentalisation de la guerre imposée par la Russie à l'Ukraine à des fins de politique intérieure. À Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie, jusqu'ici un solide allié de Kiev, le revirement promet d'être net si l'ancien chef du gouvernement Robert Fico, chassé du pouvoir en 2018 par la révélation de la pénétration de la mafia en Slovaquie, parvient à y revenir sur la lancée de sa victoire électorale, en rassemblant derrière lui une coalition suffisamment nombreuse. Le national-populisme qu'il entretient, largement inspiré par celui de son voisin, le Hongrois Viktor Orban, le classe sans ambiguïté comme pro-russe, d'autant que Robert Fico a pu compter sur la perméabilité de la société slovaque à la désinformation, l'arme qu'use à n'en plus finir contre l'Occident le maître du Kremlin Vladimir Poutine et qui fait du camp du vainqueur un camp sous influence. Ah, la Slovaquie, tous les Slovaques sont des benets qui gobent tout ce qu'on leur dit côté Kremlin. C'est vraiment malheureux. Ils ne devraient croire que la propagande occidentale, puisque la propagande occidentale, bien sûr, est la seule à dire la vérité. C'est bien connu. Donc les Slovaques, hein, en gros, ce que dit Le Monde, ils sont un peu idiots quand même, hein. Autre article du Monde, ouais, qui date pareil du 2 octobre. Je vais pas tout lire, mais juste un dernier paragraphe, bon, à part le titre, que je me dois de lire. À Kiev, Joseph Borrell tente de rassurer le pays sur le soutien à long terme de l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent exceptionnellement dans la capitale ukrainienne lundi. Alors vous voyez déjà le parti pris. On a les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se sont réunis à Kiev pour rassurer l'Ukraine du soutien de l'Union européenne. Vous voyez déjà le parti pris de l'Union européenne, évidemment, qui montre qu'il est co-belligérant, bien évidemment. Donc je ne vais pas tout lire, mais juste un paragraphe qui est très intéressant. Dimanche soir, devant la presse, M. Borrell a souhaité dédramatiser. Le vote aux États-Unis nous a surpris, a-t-il assuré. Je le regrette, mais je ne pense pas que ça soit définitif. Le président Biden a appelé le Congrès à trouver une solution. Au même moment, Lloyd Austin, le secrétaire américain à la Défense, a téléphoné à son homologue ukrainien Rustem Umerov pour le rassurer sur les intentions américaines. Vous voyez, là, M. Borrell nous rassure, hein, il nous rassure, tout le peuple de l'Union européenne, il nous rassure, puisque il ne pense pas que ce choix soit définitif concernant le Congrès américain, puisqu'il ajoute, Biden a appelé le Congrès à trouver une solution. Et bien sûr, Biden étant un président américain extrêmement respecté et extrêmement écouté aux États-Unis, certainement, comme Biden a appelé le Congrès à trouver une solution, le Congrès va bien sûr voter une solution qui va dans le sens de Joe Biden. Bien évidemment, M. Borrell nous rassure sur ce point-là.
Alors là, tout va bien. Au même moment, Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense, rassure son homologue Umerov, c'est-à-dire le nouveau ministre de la Défense ukrainien. Ah oui, Lloyd Austin, bien sûr, a tout pouvoir sur le Congrès. Bon, je dis ça, c'est du sarcasme, bien évidemment, vous l'avez compris. Monsieur Borrell n'a aucun pouvoir dans l'Union européenne. Il n'en a aucun. C'est juste par suivisme de l'État profond que les chefs d'État européens suivent ce que disent la Commission européenne. Voilà, c'est par obéissance, c'est pas parce qu'ils en ont le devoir, hein, légalement tout du moins. Non, c'est parce que les chefs d'État européens le veulent bien, c'est tout. Et Lloyd Austin rassure le ministre de la Défense ukrainien, Umerov. Rassurer comment? Il n'a strictement aucun pouvoir. Il ne peut rien dire et rien faire, comme Borrell. Donc c'est du vent, et bien sûr, et tout le monde doit les croire. Ça rassure le peuple occidental. Voilà, au moins ça les rassure. Bref, voilà, je voulais montrer ça parce que ça en dit long sur l'Occident, ses intentions et sur ce qui va se passer. Parce que faut pas se leurrer, ce qui va se passer est inévitable. Tout le monde a acté que c'était la défaite de l'Ukraine, d'où le fait qu'Anthony Blinken soit venu à Kiev dans un McDonald's pour voir son homologue et parler tout de suite de la reconstruction, de l'aide à McDonald's pour qu'il y ait plus de McDonald's qui soient ouverts. Et il y a même eu un entretien avec BlackRock, Larry Fink, avec Zelensky pour la reconstruction de l'Ukraine. Donc déjà pour eux, la guerre c'est du passé. Maintenant, il faut parler business. Voilà, bon j'arrête là, on pourra en parler des heures. Donc là, sans transition, je vous montre un article de Seymour Hersh, le fameux journaliste prix Pulitzer qui a permis de mettre à jour l'affaire Watergate, l'affaire des massacres des Américains sur les Vietnamiens pendant la guerre du Vietnam, que ce sont les Américains qui ont créé la guerre du Vietnam de toutes pièces. C'est lui aussi qui a fait le rapport sur les Nord Stream, qui a permis de savoir encore une fois que ce sont les Américains qui ont fait le coup. Bref, le fameux Seymour Hersh. Et que dit-il? Ce ne sont que des mensonges, la guerre est finie, la Russie a gagné. Ça date du 27 septembre. Seymour Hersh. L'Ukraine a pratiquement annulé l'offensive après des semaines de lourdes pertes. Alors que l'anniversaire du prétendu sabotage du pipeline Nord Stream par le régime Biden approche le 26 septembre, le journaliste d'investigation chevronné Seymour Hersh a imputé une opération secrète de désinformation menée par la CIA et le MI6 pour avoir induit le public en erreur sur l'état désastreux du pays dirigé par les États-Unis. La guerre est finie, la Russie a gagné, il n'y a plus d'offensive ukrainienne, mais la Maison-Blanche et les médias américains doivent continuer à mentir, a déclaré Hersh, un haut responsable du renseignement américain. La vérité est que si l'armée ukrainienne recevait l'ordre de poursuivre l'offensive, elle se mutinerait. Les soldats ne sont plus disposés à mourir, mais cela ne correspond pas aux bêtises rédigées par la Maison-Blanche de Biden. BS, ça veut dire bullshit. Donc, alors que le premier anniversaire de la destruction du gazoduc Nord Stream approche mardi prochain, Hersh a promis davantage de révélations après son exposé cinglant du 8 février sur le prétendu complot du régime Biden visant à commettre le plus grand acte de sabotage industriel depuis la Seconde Guerre mondiale contre un allié, l'Allemagne. Alors que Volodymyr Zelensky faisait le tour de l'ONU et de Washington, Hersh a écrit que sa source de renseignement lui avait dit que la guerre continue parce que Zelensky insiste sur le fait qu'elle doit le faire. Il n'y a eu aucune discussion dans son quartier général ou à la Maison-Blanche de Biden sur un cessez-le-feu et aucun intérêt pour des pourparlers qui pourraient conduire à la fin du massacre, a déclaré Hersh. Parlant des affirmations ukrainiennes selon lesquelles les progrès sont lents dans une offensive qui a fait environ 75 000 morts, le responsable a déclaré à Hersh « Ce ne sont que des mensonges ». Il y a eu une opération secrète de désinformation menée par la CIA et les renseignements britanniques visant à discréditer Poutine, a écrit Hersh, qui a conduit les principaux médias,
ici et à Londres, a rapporté que le président russe souffrait de diverses maladies, notamment des troubles sanguins et des troubles de cancer grave. Et au même moment que Seymour Hersh écrit cet article, le 2 septembre, comme pour souligner les craintes de l'Ukraine vis-à-vis de l'effritement de l'aide occidentale, donc je disais le 2 septembre, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Europe à Kiev pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine. Car évidemment, pourquoi il y a eu cette réunion extraordinaire et exceptionnelle des ministres des Affaires étrangères européens à Kiev? Parce que, évidemment, l'Occident sentait bien qu'il y avait un affaiblissement énorme de l'aide à l'Ukraine. Donc, ils essayaient de faire quelque chose encore. Bon, c'était, encore une fois, c'est pour sauver la face. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que plusieurs pays ne veulent plus aider l'Ukraine, comme la Hongrie, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne et la Lettonie. Donc précisons qu'à cette réunion de soutien n'étaient pas invités, je dis bien ceux qui n'étaient pas invités par Kiev. On a le gouvernement polonais, le gouvernement hongrois et le gouvernement letton. Donc vous voyez, eux n'étaient pas invités. Ce qui montre quand même que même au sein de l'Union européenne, rien ne va plus. Donc tout ça est vraiment de très mauvais augure pour l'Ukraine. N'oublions pas enfin le fait que l'Allemagne ne donne presque plus rien à l'Ukraine en armement depuis déjà des semaines, pour ne pas dire en réalité des mois, puisque comme je l'avais démontré dans un point sur l'Ukraine, où Bild avait montré la liste des dons réels effectués par l'Allemagne vis-à-vis des promesses. En fait, ce que donnait l'Allemagne vis-à-vis des promesses, c'était 1/10. Donc 1/10 par rapport aux promesses dites dans les médias, qui étaient réellement données par l'Allemagne. Donc vous voyez que l'Allemagne déjà s'écarte depuis longtemps. Et en plus, là, on a appris récemment que l'Allemagne ne donnera pas les fameux missiles Taurus. Comme les Américains, finalement, ne donneront pas les missiles ATACMS. Donc ça fait très mal. Et les F-16, ils arriveront qu'à la Saint-Glinglin, c'est-à-dire en été 2024. Si d'ici là, ils décident pas les États-Unis ne décident pas au final de ne rien envoyer, parce que avec les États-Unis, il y a un tel changement d'avis que ce serait pas étonnant. Quant à la livraison des Abrams, soi-disant 31 doivent être livrés. On attend de voir si les 31 vont être livrés. De toute manière, c'est pareil, ils seront tous livrés en théorie à la fin de l'année. Nous verrons, nous verrons. On va commencer par le grand journal Business Insider. Et que dit-il? L'un des plus grands alliés de l'Ukraine est à court d'équipements vitaux pour lui fournir, selon un rapport. Ça date du 3 octobre. Donc là, vous voyez Rishi Sunak et Zelensky devant un char. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rencontrent devant un char Challenger 2. Le Royaume-Uni est à court de chars et de missiles à donner à l'Ukraine, a rapporté le Télégraphe. Donc là, vous voyez, l'un des plus grands alliés d'Ukraine est à court d'équipement, et ici, on parle de l'Angleterre. Donc à court de chars et de missiles à donner à l'Ukraine. BBC News, guerre en Ukraine, les alliés occidentaux disent qu'ils sont à court de munitions. C'était il y a 3 jours. Voilà, donc on ne va pas tout lire parce que l'article est un peu trop long, mais que lit-on? Les puissances militaires occidentales sont à court de munitions pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre une invasion à grande échelle de la Russie, ont prévenu le Royaume-Uni et l'OTAN. On va juste lire ça. L'amiral Rob Bauer, le plus haut responsable militaire de l'OTAN, a déclaré au Forum de la sécurité de Varsovie que le fond du baril est désormais visible. Vous voyez son expression, le fond du baril est désormais visible. Et ça, c'est le chef militaire de l'OTAN qui le dit. Il a déclaré que les gouvernements et les fabricants de matériel de défense
devaient désormais accélérer leur production à un rythme beaucoup plus rapide. L'Ukraine tire des milliers d'obus chaque jour et la plupart proviennent désormais de l'OTAN. Donc vous voyez que c'est critique quand même. Hein. CNN, les stocks de munitions occidentaux sont au fond du baril alors que la guerre en Ukraine se prolonge, prévient un responsable de l'OTAN. Bon là il reprend ce que disait l'amiral de l'OTAN, là le chef militaire de l'OTAN. C'est-à-dire que en gros l'OTAN n'a plus rien. Ils n'ont plus rien. Les armées occidentales sont à court de munitions à donner à l'Ukraine, ont prévenu mardi les responsables de l'OTAN et du Royaume-Uni, exhortant les pays du bloc à augmenter la production pour maintenir l'Ukraine dans la lutte contre les envahisseurs russes. Donc vous voyez, tout ça est de très mauvais augure. Enfin, c'est Yahoo News qui reprend un article de Ukrainska Pravda, c'est-à-dire le grand journal ukrainien. L'Allemagne ne fournira pas de missiles à longue portée Taurus à l'Ukraine dans un avenir proche. C'était le 4 octobre. Et là, vous voyez un missile Taurus. L'Allemagne ne fournira pas à l'Ukraine des missiles Taurus à longue portée dans un avenir prévisible. Voilà. Donc ça vient, c'est cité par Bild, le grand journal allemand. Donc, en fait, Ukrainska Pravda reprend les informations du grand journal Bild. Donc vous voyez, tout ça est de très mauvais augure. Alors là maintenant, vous allez voir un extrait que j'ai repris de la grande chaîne d'information internet qui s'appelle Redacted, dont le journaliste principal est Clayton Morris, c'est celui que vous allez voir parler, et lui-même reprend un extrait de Sky News, donc une des plus grandes chaînes de télé australiennes, qui interviewe une députée ukrainienne. Et cette députée ukrainienne avoue que les Russes gagnent la guerre. Et elle donne le pourquoi du comment. Enfin, à la fin de cette vidéo, vous verrez Clayton Morris interviewer un ex-analyste de la CIA qui s'appelle Larry Johnson. Et vous verrez ce que dit ce Larry Johnson est extrêmement intéressant, bien que pour ceux qui me suivent depuis plus d'un an concernant les points sur l'Ukraine, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Mais pour ceux qui ne me suivent pas et qui découvrent ma chaîne, là vous allez découvrir la vraie réalité. We're getting some unbelievable admissions now in the war in Ukraine. First from the Ukrainian side and also from reports of captured Ukrainian soldiers high on some kind of drugs that are, I guess, propelling them on the front lines to do things they wouldn't otherwise do, according to reports. But we're also getting now reports from the Ukrainian side, unbelievable admission about where this war is going from a member of Ukrainian's own parliament. Now, this interview was featured on Sky News. Sky News has now deleted this interview. Was it something she said? Listen. What's the latest situation? The counteroffensive is going as planned. Is it going as planned? Well, as much as we can have it going as planned with the amount of weapons and the quality of the ammunition that we're getting. The steadier the deliveries and the bigger the deliveries of the armaments for Ukraine, the faster the counteroffensive can go. The problem is you've regained, what, less than 1% of the ground that you lost before the invasion? Unfortunately, that is and the you only case. have like another month to go before? Another month or so before the cold and the winter settles in, before we can before we will have to actually pause until the springtime. And this is the sad news for us, and I think not just for us, but all the countries that are supporting Ukraine right now. Is that continuing? Because I get the impression, I'm certainly told, that there is you're having to try harder and harder to get aid specifically from Europe and other Western countries. It is getting harder and harder because Russia is winning the battle of a protracted conflict today. So they are winning? In terms of protracted conflict strategies that they're trying to impose on Ukraine and the world, unfortunately, we have to say that they are gaining the upper hand yet again.
They have done this back in 2014. The lessons weren't learned. The aid was being delivered too slowly and at a non-stable rate, and this is the results that we are getting. I am a firm believer that Russia could have been stopped with their escalation of the aggression in February 2022, when Ukraine was asking for weapons through January, through October, November, December 2021, but was not being taken seriously, and when the offer on the table for us Ukrainians was to surrender to Putin's demands. So Ukraine is running out of time, they're running out of weapons, they're running out of personnel. And we wanted to bring in ex-CIA analyst Larry Johnson, who follows this all very closely, to dive into this. Larry, a couple of big things I want to cover with you today. But first, I just want to get your response to what this woman, Leslie, has said about the truth about what's happening in Ukraine right now. They're admitting Russia's winning. Yeah, well, it's evident if anybody's just been paying attention. Look at social media. Social media is the one thing that no government in the world can completely, fully control. They can try to shut it down. So when you go to social media, you see row upon row upon row of Ukrainian flags fluttering over freshly dug graves. Thousands of these. You don't see that in Russia. Right. So right there, it tells you right away that the casualties are in Ukraine. The average age of the soldier fighting on the front lines for Ukraine is 40 years old. That means you may have one or two who are 17 or 18, but you got a lot more who are over the age of 40. That speaks to a manpower loss. Just put the losses in context. Right now, it's estimated that Ukraine has lost over 500,000 men killed in action. Wow. During World War II, the British, the United Kingdom, its entire killed in action in both Europe, Africa, and the Pacific was 345,000. That was after 6 years of war. So we need to understand that what's unfolding right now in Ukraine is unbelievable carnage. Alors toujours pour connaître un peu mieux la vraie réalité sur le terrain militaire, il suffit de lire encore une fois Business Insider du 28 septembre. Et que lit-on? Les chars et les troupes déployés à découvert en Ukraine ne peuvent pas passer 10 minutes sans être repérés et visés par des tirs, selon un responsable ukrainien. Donc que lit-on? Les chars et les troupes à découvert peuvent désormais être repérés en 5 minutes, a déclaré un responsable ukrainien. Vadim Skibitsky a déclaré au Wall Street Journal qu'il pourrait être touché dans 3 minutes supplémentaires. La capacité de survie en mouvement ne dépasse pas 10 minutes, a-t-il déclaré. On parle de Vadim Skibitsky, un grand responsable militaire ukrainien. Vous voyez ? Le grand nombre de drones opérant en Ukraine ainsi que les systèmes de gestion de combat qui fournissent des images et des localisations en temps réel signifie que les troupes et les chars en terrain découvert ne disposent que de quelques minutes avant d'être pris pour cible, a déclaré un haut responsable militaire ukrainien. Aujourd'hui, une colonne de chars ou une colonne de troupes en progression peuvent être découverts en 3 à 5 minutes et touchés en 3 minutes supplémentaires, a déclaré au Wall Street Journal le général de division Vadim Skibitsky, commandant adjoint du service de renseignement militaire ukrainien HUR. HUR, c'est en français, c'est le SBU en anglais. La capacité de survie en mouvement ne dépasse pas 10 minutes, a-t-il ajouté. Skibitsky a également déclaré au journal que les surprises sont devenues très difficiles à réaliser. Alors, quand il dit les surprises sont très difficiles à réaliser, c'est-à-dire des offensives ukrainiennes qui surprendraient les Russes. Vous voyez, ça vous montre la réalité du terrain et ça explique pourquoi maintenant le directeur du SBU Boudanov a dit que, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'il n'envoie plus de blindés. Ils envoient de l'infanterie maintenant pour faire les percées. Et je le rappelle, toujours sans appui aérien. Bon, bref, c'est du suicide. C'est un suicide organisé. Et il continue malgré tout. Donc évidemment, c'est tragique
et cynique à la fois de la part du gouvernement ukrainien. Donc là, sans transition, je vais vous montrer quelques images. La première vient de Mediazona, qui est un organisme de statistiques indépendant reconnu par l'Occident comme indépendant, qui fait les statistiques des morts en Russie. Je vous rappelle que Mediazona travaille de concert avec BBC Russie, qui est un organisme évidemment indépendant et en fait dépendant de la maison mère de BBC Londres, bien évidemment. Donc c'est reconnu par l'Occident. Et que voit-on sur ce graphe très officiel? On voit qu'en mars 2022, bon, il y a eu un pic environ près de 630 morts qui a duré environ une semaine. Là, en janvier-février, on voit qu'il y a un pic de morts de soldats russes, parce que ce sont les nombres de soldats russes morts confirmés en Ukraine par semaine. Hein, chaque ligne représente une semaine. Donc là, vous voyez qu'il y a un pic de morts de soldats russes entre janvier et février. Mais le plus intéressant, c'est après. Mediazona nous montre que le nombre de soldats russes morts ne cesse de diminuer avec le temps, jusqu'à atteindre un minimum en août, et surtout la fin août, comme vous le voyez ici. Donc cela montre évidemment que les défenses russes sont extrêmement puissantes et efficaces, et que l'armée ukrainienne s'écrase sur ses défenses. Parce que comme par hasard, évidemment, la baisse des morts russes correspond à la finition des 4 lignes de défense dites de Sourovikine, qui protègent évidemment toutes les parties du Donbass par rapport à l'armée ukrainienne, qui ne cesse de faire des petites incursions, mais perpétuellement en vain. Donc vous voyez que le nombre de soldats russes morts, hein, vous voyez, est extrêmement faible par semaine. Voilà, c'est le nombre de soldats russes morts ici, hein, est extrêmement faible. Maintenant, on va voir une deuxième image importante. Là, je vous montre une image qui vient d'un site américain du gouvernement qui est extrêmement important. Alors, je vous montre la page 2 de ce document absolument édifiant, surligné en jaune, afin que vous ayez une trace, mais vous inquiétez pas, je vais vous la lire en français après. Voici le document. Alors le document, je l'ai trouvé simplement sur le site du gouvernement américain. Le document s'appelle Integrated Country Strategy et comme vous pouvez le voir, for public release. Donc c'est-à-dire, c'est pour le public. Voilà, donc c'est le nom du document. Et le plus intéressant, quand j'ai vu ça, c'est la page 2. Voilà. Et donc là, j'ai surligné le point important en jaune et je vais vous lire. Mais voici tout le document. Comme ça, vous pouvez voir, il y a une trace. Je ne vous raconte pas n'importe quoi. Voilà tout le document. Alors évidemment, il est impossible à lire, il y a 20 pages. Voilà tout le document. Donc ça, c'est un document du gouvernement américain. Je vous le rappelle et j'insiste. C'est du gouvernement américain. Voilà. Maintenant, je vais vous lire le fameux passage que j'ai surligné en jaune. Alors, je vais vous lire le rapport polémique qui vient de sortir, où les vraies intentions du gouvernement américain sont enfin dévoilées au public, sans aucune pudeur et en toute impunité. C'est-à-dire comme en Irak, mais cette fois sans même cacher les intentions commerciales. Faire un maximum d'argent en Ukraine avec l'aide des grandes compagnies américaines et en premier lieu, évidemment, BlackRock. Voici le rapport Integrated Country Strategy, ICS, Ukraine, qui dévoile clairement que l'aide à l'Ukraine découle d'une stratégie des États-Unis pour y établir une puissance commerciale et politique en Ukraine afin que ce pays aille dans le droit chemin. Et les États-Unis veulent aider l'Ukraine à tout prix pour que ce pays aille dans le droit chemin. Droit chemin voulant dire une démocratie à l'américaine avec acceptation totale de la politique LGBT, du wokisme et de la cancel culture. Intéressant, non? Alors maintenant, je vous lis le fameux
Rapport concernant la page 2, et là je cite, hein, la récupération et la reconstruction doivent être menées en même temps que les efforts visant à récupérer leur territoire. Reconstruire une Ukraine qui était en contradiction avec l'opinion publique ukrainienne, désireuse de pivoter vers l'Europe et de s'intégrer à l'Ouest. Le secteur privé est désireux d'investir, mais recherche le partage des risques, la transparence dans les appels d'offres gouvernementaux et l'intervention dans l'économie et l'état de droit dans les affaires commerciales et économiques. La déoligarchisation, notamment du secteur énergétique et secteur minier, est un principe fondamental pour reconstruire une Ukraine meilleure, alors que le contrôle politique exercé par la multiplication des oligarques depuis l'indépendance de l'Ukraine a alimenté un système de corruption et des tendances antidémocratiques. L'aide économique du gouvernement américain est également cruciale pour parvenir à une économie décentralisée, moderne et compétitive. Au printemps 2023, la Banque mondiale estime que la reconstruction de l'Ukraine coûtera au moins 411 milliards de dollars. Vous voyez, alors évidemment, je vous ai pas lu tout le rapport parce qu'il est trop long, mais tout le rapport, c'est ce que je vous disais en introduction concernant le fait que l'Ukraine doit changer politiquement et sociétalement, et non pas que économiquement. Parce que là, on insiste un peu sur le côté économique, mais quand vous lisez tout le rapport, évidemment, acceptation des droits LGBT, wokisme, cancel culture, la démocratie à l'américaine. Et oui, exactement le même plan qu'avaient prévu les Américains pour l'Irak, la Libye, la Syrie, où ça a échoué, le Venezuela, où cela a échoué, où les Américains se sont cassés les dents à cause de la Russie, puisque c'est la Russie qui a protégé la Syrie et le Venezuela, mais sinon ils allaient faire pareil. Et n'oublions pas la guerre de Yougoslavie. Donc quand l'Amérique veut apporter la paix, la démocratie, la liberté d'expression, le bien, avec un grand B, eh ben ça donne la guerre, le chaos, des milliers et des milliers de morts, pour pas dire des centaines de milliers de morts, et la ruine, partout. Et après tout cela, des contrats juteux de reconstruction, et évidemment, bien sûr, des présidents marionnettes à la botte des Américains, qui après contrôlent plus ou moins le pays. Voilà comment ça se passe. Et en Ukraine, ça devait se passer comme ça. Sauf qu'il y a eu un petit problème, le grain de sable habituel pour les Américains, c'est-à-dire la Russie. Voilà. Pour finir sur le côté purement militaire, on va s'arrêter au grand journal The Herald, qui est un des plus grands journaux écossais. Et que lit-on dans The Herald au 4 octobre ? L'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, nous devons faire tout notre possible pour l'arrêter maintenant. Donc c'est un titre quand même très fort et très osé. Hein. Et là, pour montrer pourquoi le Herald choisit un tel titre, là vous voyez la photo qu'ils ont prise. Citoyens de Kiev, lors d'une minute de silence national, dimanche en commémoration des morts en Ukraine. Vous voyez le nombre de drapeaux ? Chaque drapeau représente un mort. C'est terrible. Hein. Donc, on va pas tout lire. Hein. C'est un peu trop long. On va juste lire le premier paragraphe. La contre-offensive tant annoncée de l'Ukraine a échoué. Elle a coûté des milliers de vies et dépensé beaucoup de matériel militaire pour capturer quelques villages détruits. Les experts estiment que la Russie lancera probablement sa propre offensive une fois que la boue des pluies d'automne aura gelé pendant l'hiver rigoureux. Nous devons accepter que l'Ukraine ne gagnera pas cette guerre et que prolonger les massacres n'a aucun sens. C'est fort, hein. Et là, c'est le journal The Herald, hein. Un journal écossais, hein. Pas un journal russe. Hein. L'opposition à la guerre grandit en Europe et aux États-Unis. La Hongrie s'est toujours opposée à tout soutien à l'Ukraine et la Pologne a désormais mis fin à toute aide militaire. La récente élection de Robert Fico en Slovaquie signifie que la Slovaquie, qui a donné à l'Ukraine
tous ces avions de combat MiG, cessera tout financement. Les mouvements anti-guerre en France, en Allemagne et en République tchèque ont attiré des millions de partisans. Bon, au final, je vais lire un peu plus et je vais m'arrêter là. Aux États-Unis, les sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'Américains sont favorables à l'arrêt du financement de la guerre. Un nombre important de membres du Congrès républicain ont empêché Volodymyr Zelensky d'obtenir les milliards supplémentaires qu'il avait réclamés lors de son récent voyage. Il s'oppose au coût énorme alors que l'Amérique a une dette de 33 000 milliards de dollars. Il dénonce le manque de contrôle sur la manière dont les milliards ont été dépensés, bah oui, à cause du détournement dû à la corruption du gouvernement ukrainien, je vous l'ai dit à maintes reprises, mais vous le savez tous. Donc ont été sur la manière dont les milliards ont été dépensés et sur la destination des armes qui, bien sûr, ont été détournées aussi, une grande partie, affirmant que certaines armes envoyées en Ukraine sont tombées entre les mains de bandes criminelles et de trafiquants d'armes. Nulle surprise, hein. Je vous avais montré il y a des mois de cela, des mois et des mois, c'était l'année dernière en fait, le reportage de CBS, une des plus grandes chaînes de télé américaines, CBS, hein, pro-ukrainien pourtant, qui avait déclaré dans son reportage que 70% des armes données par les États-Unis étaient détournées par les oligarques ukrainiens, les seigneurs de guerre ukrainiens et le gouvernement ukrainien lui-même à des fins d'enrichissement personnel. Et ça, c'est CBS à l'époque. 70% des armes détournées. Alors évidemment, tout ça fait réfléchir et The Herald a fait ce titre extrêmement fort pour en marquer le coup et pour montrer le non-sens et la tragédie de cette guerre. Là maintenant, on va regarder un article de The Express, un grand journal anglais. Et que dit The Express? Ben Wallace, qui est l'ancien ministre de la Défense anglais, insiste sur le fait que l'Ukraine vaincra la Russie et souligne la perte de Vladimir Poutine. L'ancien secrétaire à la Défense est réapparu un mois après avoir quitté son poste avec la promesse que l'Ukraine peut et va gagner la guerre. Attention, Ben Wallace a déclaré que la contre-offensive ukrainienne réussissait, lentement mais sûrement, et qu'elle avait l'élan contre la Russie. Vous imaginez un peu le mensonge énorme. Alors pour la petite anecdote, et là je vais vous faire rigoler, pour la petite anecdote, Volodymyr Zelensky a rebondi sur cet article et en Ukraine a déclaré que Ben Wallace mentait. Qu'en fait l'Ukraine avait toutes les difficultés du monde à faire les offensives parce que l'Occident ne donnait pas assez d'armes et d'argent à l'Ukraine. Donc Volodymyr Zelensky, bon, de manière un peu confidentielle, avait déclaré suite à ce qu'annonçait Ben Wallace qu'il mentait. Parce que si pour l'Ukraine, Ben Wallace avait raison, ça voudrait dire que bon, bah, l'Occident n'a plus vraiment besoin de donner autant d'armes et d'argent à l'Ukraine. Si on suit Ben Wallace, parce que si on suit Ben Wallace, tout va bien, l'Ukraine est en train de gagner la guerre, les offensives ukrainiennes fonctionnent, et la Russie perd la guerre. Voilà, c'est ce que dit. Donc vous voyez un peu le niveau de propagande qui atteint même plus le grotesque, j'ai envie de vous dire le pathétique, c'est à en pleurer, mais c'est pas ça le pire. Si je vous montre ça, c'est surtout pour voir ce paragraphe-là qui est absolument hallucinant. Alors, Monsieur Wallace a déclaré que le président Zelensky devrait désormais envisager d'enrôler la jeunesse ukrainienne alors que la Russie mobilise sa jeunesse pour combattre dans la guerre. Alors en plus, il ajoute tout en acceptant le désir du dirigeant ukrainien de préserver les jeunes pour l'avenir. Donc vous voyez déjà la contradiction totale. Faut enrôler la jeunesse ukrainienne pour gagner la guerre tout en acceptant le désir de Zelensky de préserver les jeunes pour l'avenir. Est-ce que vous voyez le niveau de bassesse, de
cruauté même, pourrait-on dire, et d'irresponsabilité totale de Monsieur Wallace. C'est une honte absolue. Il conseille à Zelensky d'envoyer sa jeunesse, sacrifier sa jeunesse pour se battre. Tout ça pour sauver la face de l'Occident. Vous vous y imaginez? Donc il démarre sur un mensonge absolument gigantesque, vraiment qui le ridiculise, voire même l'humilie. Et en plus, il finit par vraiment un sommet de bêtises, de stupidité, d'irresponsabilité et pourrait-on dire de cynisme, en disant vas-y, sacrifie ta jeunesse aussi. Là, ça suffit pas que la population ukrainienne soit passée d'environ 41 millions à environ 28 millions, voire même 23 millions selon El País, le journal espagnol. Là, maintenant, il faut sacrifier la jeunesse, alors qu'il n'y a évidemment sur le terrain aucun espoir, comme je vous l'ai déjà démontré précédemment. Lui seul dit ça, vous voyez à quel point cet homme est mauvais, pour ne pas dire représente un sbire de Satan. C'est absolument incroyable, c'est tellement écœurant que c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ça dans le journal anglais The Express. Et vous avez vu, à mon avis, c'est presque un tabloïd, hein, pourrait-on dire. Mais enfin bref, voilà, Ben Wallace, ex-ministre de la Défense anglais. Alors toujours dans les informations générales, la Russie dit que sur le seul mois de septembre 2023, 11 000 soldats ukrainiens se sont rendus. Information qu'on ne peut pas confirmer, bien sûr, mais qui est tout à fait possible étant donné toutes les vidéos que l'on voit sur Telegram faites par l'armée russe et dont je vous avais donné quelques extraits dans mon précédent point sur l'Ukraine. Autre fait intéressant, l'Ukraine fait de la publicité pour des gilets pare-balles pour femmes enceintes, coïncidant avec une publicité d'une femme héroïne aux cheveux violets, sans enfant et apparemment homosexuelle, tout cela au moment même où la nouvelle mobilisation générale inclut les femmes. C'est nouveau. Quoi, c'est nouveau entre guillemets, ça fait quelques semaines que je vous le dis. Et cette fois, en incluant toutes les femmes en âge et en condition de se battre. Alors évidemment, là comme ça, vous ne me croyez pas, peut-être, tout du moins, je vais vous montrer plusieurs articles de journaux qui vont vous éclairer. Alors on a le grand journal allemand DW, comment les femmes ukrainiennes luttent contre l'occupation russe. Et là on a tout un article, hein, vous voyez une femme ukrainienne hein, qui bat à coups de fleurs un soldat russe. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article, il est assez long, mais ça vous montre des femmes très fortes qui combattent la Russie, évidemment. Donc là, on vous montre tout ça. Voilà, donc femmes ukrainiennes qui combattent la Russie. Voilà, donc tout ça vient d'Ukraine, bien évidemment. Ensuite, on a toujours venu d'un journal ukrainien. On a uniforme pour les soldats enceintes. Des volontaires ukrainiens confectionnent des vêtements pour les femmes en guerre. Donc là, vous avez même une petite vidéo. Bon, je ne vais pas vous la voir maintenant, ça ne sert à rien. Plus de 5000 femmes servent dans l'armée ukrainienne alors que leur pays continue d'être envahi et occupé par la Russie. Des uniformes spéciaux pour les soldats enceintes, aux trousses de toilettes pour femmes. La fondation Zemlachki conçoit des équipements militaires pour les femmes ukrainiennes en guerre. Voilà, donc ça c'est vraiment troublant, pourrait-on dire. Et là, sur Twitter, on a un gilet pare-balles destiné aux militaires ukrainiens enceintes a été présenté en Ukraine. Reste désormais à attendre la présentation des poussettes blindées pour les recrues. Bon, ça, évidemment, héros de Russie, ça c'est quelqu'un de Twitter pro-russe. Mais c'est assez rigolo. Reste désormais à attendre la présentation des poussettes blindées pour les recrues. Donc là, vous voyez la vidéo faite officiellement par l'armée ukrainienne.
Voilà. Alors là, on vous montre que c'est si grand parce que là, il dit que en fait, le ventre est gros. Et là, il y a une plissure qui permet donc au ventre de pouvoir être rebondi sans que ça gêne le gilet pare-balles. Donc c'est pour ça que là, il y a une plissure ici pour que le ventre puisse être protégé en haut et en bas, évidemment, puisque là, ce sont des plaques de céramique qu'il y a dedans. On ne peut pas faire un gilet pare-balles souple. Donc là, ça se divise en deux et c'est pour ça qu'il y a un grand tablier vers le bas, parce qu'évidemment, elle n'est pas enceinte, mais une femme enceinte demande ce tablier, évidemment. Vous voyez, c'est édifiant. C'est vraiment édifiant. Incluer carrément les femmes enceintes pour la guerre, fallait quand même oser. Hein. Mais ça montre à quel point l'Ukraine est totalement désespérée. Et en fait, ce qui prouve qu'il manque totalement de recrues et totalement de soldats parce qu'ils se font tellement massacrer sur le front et depuis si longtemps qu'ils en sont arrivés à ces extrémités. Alors toujours dans les informations générales, on a cet article de US News qui lui-même reprend un article de Reuters du 3 octobre 2023. La Russie déclare que 335 000 personnes se sont inscrites au combat, mais aucun projet de nouvelle mobilisation. Alors d'après Reuters, la Russie n'envisage pas de mobiliser davantage d'hommes pour combattre en Ukraine, puisque plus de 335 000 personnes se sont enrôlées jusqu'à présent cette année pour combattre dans les forces armées ou dans des unités volontaires, a déclaré mardi le ministre de la Défense Sergueï Shoigu. Donc pas de mobilisation côté russe. Alors là, c'est un fait très intéressant et c'est la dernière info générale avant de passer à la conclusion. Là, ça vient de Reuters directement. Des milliards de fonds gelés pour la Hongrie sont sur la table alors que l'Union européenne cherche le soutien de l'Ukraine. Donc l'Union européenne envisage de débloquer des milliards d'euros pour la Hongrie qui ont été gelés en raison des préoccupations liées à l'état de droit, alors qu'elle cherche à obtenir l'approbation de Budapest pour une aide à l'Ukraine, y compris le début des négociations d'adhésion pour Kiev, a-t-il déclaré. Vous voyez? Alors je vais vous en parler après, mais vous voyez le montant. Un haut responsable de l'Union européenne a déclaré à Reuters que pour influencer le vote de la Hongrie, le bloc donc de l'Union européenne espérait examiner le statut de milliards d'euros d'aide européenne désormais gelés en raison des inquiétudes selon lesquelles le Premier ministre Viktor Orban aurait restreint l'indépendance des tribunaux. Vous voyez? Et donc la somme gelée, un autre responsable européen a dit que c'était 13 milliards d'euros qui ont été gelés. Alors, là c'est marqué, là c'est rigolo. Je ne peux pas imaginer que la Hongrie accepte sans qu'il y ait d'abord une solution au fond bloqué, a déclaré un responsable. Alors maintenant, là c'est donné comme ça par Reuters. Il y a un manque d'explication criant. Alors je vais vous expliquer. Il y a, comme il le dit Reuters, 13 milliards d'euros bloqués. Pourquoi? D'aide à la Hongrie. Parce que la Hongrie avait refusé, souvenez-vous-en, ça a été dit dans les médias, d'appliquer les droits LGBT, wokisme et tout, par la Hongrie. La Pologne avait fait de même, et c'est pour ça qu'à un moment donné, Hongrie et Pologne, même combat, ils étaient alliés. Et ce sont devenus ces deux pays des pestiférés de l'Union européenne. Bon, il faudrait aussi ne pas oublier la Serbie en tant que pestiféré. Et bon, ça a été comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on vient de demander à Viktor Orban? On vient de lui dire, écoute, on te débloque ces 13 milliards d'euros, mais nous, on a besoin de ton vote pour que l'Union européenne donne encore de l'aide à Kiev. Parce qu'évidemment, ce financement doit être voté à l'unanimité. Alors, Viktor Orban, lui, dit non pour l'instant. Et là, on est en train de lui faire un chantage en lui disant, écoute, on te débloque les 13 milliards d'euros, mais tu votes
le nouveau paquet donné à l'Ukraine. Puisque évidemment, l'Union européenne est très embêtée, puisque ça nécessite le soutien unanime des 27 membres de l'Union. Donc vous voyez le chantage qui est exercé sur Viktor Orban pour qu'il accepte ce dernier, ce paquet, ou du moins d'aide à l'Ukraine, dont j'ignore le montant. Mais vous voyez ce que l'Union européenne est en train de faire. Hein. Vous voyez leur manière de mafieux. Hein. Bref, maintenant on va passer à la conclusion. Alors là, on peut voir très clairement qu'on est à la fin, vraiment à la fin de la guerre en Ukraine et que l'Occident commence à admettre la vérité. Même les médias occidentaux commencent à admettre la vérité. Cela se voit de plus en plus, c'est de plus en plus criant. Il y a tellement d'affaires maintenant qui sortent, alors de corruption du gouvernement ukrainien, mais c'est pas ça les plus grands signes. Les plus grands signes, ce sont les 2 vidéos que j'avais faites et que je vous avais montrées. Je vous avais montré un sénateur du Maine qui, au Parlement américain, avait carrément dit toute la vérité sur qui avait provoqué la guerre, qui était réellement l'agresseur, l'origine réelle de la guerre en Ukraine. Et là, on parle d'un sénateur américain qui dit tout ça pendant 18 minutes au Parlement américain, qui explique tout l'historique et qui dédouane la Russie. C'est énorme, c'est énorme. Et pourtant, c'est un jeune sénateur. Hein. Et ensuite, et là c'est un signe peut-être encore plus gros, c'est un très grand alerteur américain extrêmement connu aux États-Unis qui, lui, a carrément pu être invité à l'ONU pour dire toute la vérité sur qui a fait exploser les Nord Stream et qui a provoqué la guerre en Ukraine et qui est le vrai méchant dans l'histoire. Et là, il le dit carrément à la face du monde, puisque c'est à l'ONU. C'est les vidéos que je vous ai déjà montrées sur ma chaîne. Donc ça, ce sont des signes qui étaient absolument impensables il y a quelques mois. Imaginez-vous un sénateur au Parlement américain qui dit toutes les vérités sur qui a provoqué la guerre et qui est vraiment l'agresseur, et un alerteur à l'ONU devant le monde entier qui dit les 4 vérités sur les Nord Stream et l'Ukraine. C'était impensable, impensable. Ce qui prouve que, évidemment, ces gens-là, on leur a permis de s'exprimer. Je le pense tout du moins, sinon c'était, encore une fois, comme je l'ai dit, c'était impensable avant. Donc le fait que ça soit pensable maintenant, c'est que, bon, soit ils sentent vraiment le vent tourner, soit le gouvernement américain leur a permis de s'exprimer. Je ne sais pas, là c'est que ma spéculation. Mais en tous les cas, on voit pour l'Ukraine un effondrement économique comme jamais vu dans l'histoire, ainsi qu'un effondrement sociétal. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur l'Ukraine concernant la population qui est estimée à 41 millions, et maintenant, suivant les experts, entre 23 et 28 millions. Voilà, et ça commence à sortir dans les médias. N'oubliez pas la vidéo que je vous avais fait du journal El País, dont les experts démographes avaient dit que en Ukraine, il restait plus qu'environ entre 23 et 25 millions d'habitants. Vous voyez un petit peu l'extrême pauvreté de l'Ukraine à tous les points de vue, sociétal, économique et maintenant militaire, puisque évidemment, sans l'aide américaine, l'Ukraine n'a strictement rien. Elle est sous perfusion permanente, sous perfusion économique et sous perfusion militaire, bien évidemment. Et puis on a un Occident, principalement les États-Unis, qui, il y a très très peu de temps, quelques semaines, poussait à la Troisième Guerre mondiale absolument pour avoir le dernier mot. Malheureusement, pour eux, le Congrès américain en a décidé autrement. Donc le grand paquet de 24 milliards de dollars a été refusé malgré l'insistance de Joe Biden, et l'enveloppe de 6 milliards de dollars aussi. Pour l'instant, le Congrès a voté un gel du financement de l'aide à l'Ukraine. L'Ukraine, pour l'instant, n'a absolument rien. Donc si c'est confirmé dans une quarantaine de jours par le Congrès,
eh bien, l'Ukraine sera perdue définitivement dans environ un mois. Puisque n'oubliez pas que les États-Unis ont frôlé le shutdown, c'est-à-dire l'arrêt complet du fonctionnement, du financement des États fédérés américains. Donc ça veut dire que les employés fédéraux ne sont plus payés. Donc c'est extrêmement grave. Donc pour l'instant, les États-Unis, à chaque fois tous les ans, repoussent la réparation des États-Unis concernant sa dette, puisqu'on repousse la dette tous les ans, donc on repousse un shutdown tout le temps. Mais là, et comme l'avait dit Janet Yellen, donc la secrétaire au Trésor américain l'année dernière, eh bien, on ne peut plus reculer pour mieux sauter. Parce que là, c'est ce qu'ils ont fait encore une fois dernièrement, malgré ce qu'avait prophétisé Janet Yellen. Et donc, ils l'ont quand même fait pour encore une fois éviter un shutdown. Mais là, on est dans les dernières extrémités, puisqu'évidemment, on ne peut pas faire ça à l'infini. Donc là, ils ont brûlé en gros leur dernière cartouche au niveau économique. Ce qui fait qu'évidemment, une aide à l'Ukraine devient totalement absurde. Sans compter que le gouvernement américain a porté une nouvelle augmentation au budget annuel américain. Aux dernières nouvelles, j'ai compris 864 milliards de dollars. Donc évidemment, il y a un retard au niveau du F-35 qui a énormément de défauts. Il y a un retard au niveau des missiles hypersoniques que l'Amérique n'a toujours pas en sa possession. Donc là, elle est très humiliée, elle veut tout faire. Une guerre future en 2024 avec la Chine qui est prévue par le Pentagone. Donc vous vous doutez bien que l'Ukraine, ça passe vraiment loin en réalité pour les vrais politiciens du Congrès. Voilà. C'était mes derniers mots concernant la conclusion. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire qui, si c'était possible, est encore plus calme qu'elle ne l'était la semaine dernière. Alors bon, les faits les plus saillants. Il y a eu une attaque amphibie avec des hommes dans des sortes d'énormes jet skis qui ont essayé de débarquer sur la côte de Crimée. Alors un peu une opération à la James Bond. Hein. Ils étaient que quelques-uns, alors peut-être des saboteurs. Bon, dès qu'ils ont atteint la côte, ils se sont fait détruire, bien évidemment. Donc voilà, c'est une énième opération ridicule. Franchement, je ne comprends même pas pourquoi ils essayent cela. Ils devraient se douter que la Crimée, étant donné qu'elle a subi pas mal d'attaques de drones et de missiles ukrainiens, dernièrement, elle est en état d'alerte maximale. Comment ne pas repérer d'énormes jet skis qui arrivent sur la côte qui est évidemment surveillée, mais de manière extrême par les Russes. Mais bon, ils tentent quand même. Alors pareil, il y a eu sur l'oblast de Kherson ici, il y a une tentative de traversée du Dniepr par plusieurs dizaines de soldats en prenant les petites îles, puisque vous savez que c'est parsemé de petits îlots. Donc ils ont essayé de s'établir encore une fois sur un îlot, une énième tentative. Ils se sont fait, comme bien évidemment, bombardés par l'artillerie. C'est d'autant plus facile maintenant pour les Russes que maintenant ils ont tellement de drones de reconnaissance, mais ça a progressé de manière exponentielle ces 6 derniers mois, que maintenant c'est extrêmement surveillé. Je vous l'ai déjà démontré dans une coupure de journal dans cette vidéo même. Je vous avais donné la citation d'un haut responsable militaire ukrainien qui disait que les troupes étaient repérées en gros en quelques minutes par les drones, une dizaine de minutes maximum, et dans ce laps de temps, ils étaient repérés et détruits. Donc évidemment, si c'est un ou deux hommes, c'est beaucoup plus difficile à repérer, mais si c'est des troupes ou des véhicules blindés ou encore des tanks, évidemment, c'est encore plus facile d'être repéré. Donc là, évidemment, le fait que l'Ukraine ait fait une sorte de pause sur le front, faute de véhicules blindés, faute de munitions, faute d'appui aérien, parce que je le rappelle, je sais, ça paraît anodin comme ça, mais le fait
de faire une offensive sans appui aérien, c'est déjà, on est dans l'absurde au niveau militaire, au niveau stratégie militaire, on est déjà dans l'absurde et on est déjà dans le suicide militaire collectif. On ne fait pas d'offensive sans appui aérien. Et c'est ce que font les Ukrainiens depuis le début de la grande offensive. Donc on est dans le plus haut ridicule concernant le militaire. Bon bref, il y a toujours évidemment, là c'est là, entre guillemets, où ça chauffe le plus. Peut-on encore dire ça alors que l'Ukraine a fait une pause dans ses offensives? Mais bon, ça veut dire que ça bataille, mais beaucoup moins. Et même sur la région qui bataille le plus, c'est-à-dire la région d'Orirov, qui est dans l'oblast de Zaporojye. Alors évidemment, le fameux village de Rabotino et de Verbové. Alors Rabotino, je vous rappelle que c'est ici, Verbové, c'est ici. La fameuse ligne, la première ligne de Souloviki est là. Donc là, évidemment, plus le temps passe, plus c'est une catastrophe pour l'Ukraine, parce que là, ils ont encore essayé, malgré qu'il y ait une relative pause, ils ont encore essayé de lancer des troupes, alors, uniquement avec de l'infanterie ici. C'est un massacre terrible, ils se sont fait défaire. Là, je vous parle pour cette semaine, hein. Donc, ils se sont fait encore massacrer. Alors, comme le disait Clayton Morris dans la chaîne Redacted, lui, il a vu des vidéos. Alors, moi, je les ai pas vues, ces vidéos. Lui, il dit qu'il a vu des vidéos, des rapports Telegram filmés par les Ukrainiens eux-mêmes, qui se filment entre eux, qu'ils sont sous drogue, que beaucoup sont sous drogue. Alors, évidemment, il ne faut pas généraliser non plus, mais que beaucoup étaient sous drogue pour leur permettre d'avoir le courage d'aller se battre sur le front. Attention, c'est ce que dit Clayton Morris, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que moi je les ai pas vus ces vidéos, mais c'est ce que dit ce journaliste américain, tout du moins. Alors sur Bakhmut, c'est toujours pareil, sur la région du sud de Donetsk, rien n'a changé. Encore une fois, le front est très calme, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est que sur Kupiansk, donc les Russes avancent toujours, mais tout doucement, mais ils avancent très 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 régulièrement, c'est-à-dire ils avancent tous les jours. Et ils ne reculent plus, ils font plus de micro-retraites du style retraite stratégique comme ils le faisaient avant. Là, ils ne font qu'avancer sur tout le front. C'est-à-dire même le front ici d'Orirov, ils avancent. Donc ça veut dire que peut-être dans quelques temps, ils vont prendre Rabotino et même reprendre cet enfoncement qui avait été fait par les Ukrainiens, c'est vrai. Donc peut-être reprendre cet enfoncement bientôt, qui sait. Sur Avdiivka, évidemment, ici, c'est un énorme chaudron. Les Russes avancent toujours. Alors je vous rappelle que c'est une carte ukrainienne. Donc c'est une carte ukrainienne, évidemment, tout est faux au niveau du côté russe qui est rose et du côté blanc ukrainien. Évidemment, c'est faux, mais c'est plus ou moins exact et elle est mise à jour. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc ils avancent toujours sur Kupiansk. Et enfin, mon dernier mot, ça viendra du ministère de la Défense ukrainien, qui là a décompté environ 125 000 hommes sur le front nord ici, sur ce front nord ici, donc un énorme front quand même, et ainsi que plus de 1500 tanks, etc., des milliers de véhicules blindés. Et ça, c'est le ministre ukrainien de la Défense qui le dit, donc Umerov, le nouveau ministre de la Défense ukrainien. Ils sont très inquiets parce qu'évidemment, là, l'Ukraine attend avec angoisse l'inévitable grande offensive russe, surtout après ce que a dit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Piotr Tolstoï, c'est-à-dire le vice-président de la Douma, qui a annoncé que la Russie avait comme plan de prendre l'oblast de Kharkov ici, l'oblast de Dniepropetrovsk, qui est ici, l'oblast de Mykolaïev, qui est ici, et l'oblast d'Odessa, qui est ici. Et ça avait été annoncé par Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma.
Donc ces derniers mots, plus l'énorme armée russe qui est dans le nord ici, fait craindre le pire à Kiev, puisque Kiev, encore une fois, je vous le répète depuis des semaines, a cette angoisse de cette grande offensive russe qui doit venir, mais on ne sait pas quand. C'est un peu comme les Californiens qui attendent le Big One, c'est-à-dire le grand séisme depuis des décennies. Bah, c'est un petit peu la même chose pour l'Ukraine. Ils savent pas quand ça va arriver, mais ils savent que ça va arriver. Et ils attendent avec angoisse. Donc nous verrons bien ce que nous réserve l'avenir. Voilà, c'est fini. Alors tout d'abord, bravo aux très rares curieux qui doivent encore me regarder pour cette conclusion. Encore une fois, bravo à vous de vous être accroché aussi loin dans la vidéo. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don pour me permettre de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.